to be with my three good companions, just my rifle, pony and me. J'aimerais tout simplement savoir, pour qu'on comprenne un petit peu, qu'est-ce qui a fait que tu aies voulu faire ce film? Est-ce que c'était quelque chose, c'était une idée qui était en toi depuis un certain temps? Et puis surtout, est-ce qu'il n'y avait que ce genre musical qui pouvait être utilisé pour raconter cette histoire? Ouf. Alors comme c'est un film qui a été tourné il y a 15 ans, c'est un peu difficile de... oui, bah, c'était des raisons privées. Je sortais d'un chagrin. Et enfin, plutôt j'y étais encore. Et donc, j'avais un troupe d'amis. Enfin, je faisais disjockey chez des amis. Voilà. Donc, je mettais la musique et je faisais danser les gens. C'était une sorte d'agrégat de plusieurs affections comme ça que j'avais, de musique, de sentiments, d'émotions qui me traversaient, et puis de personnes qui m'entouraient, et puis de comédie musicale qui pour moi était le genre qui m'intéressait depuis petite, enfin, qui m'a fait connaître le cinéma, pas ce genre-là, mais le genre hollywoodien, avec Fred Astaire et Sid Charisse, disons que ça a été le début. Et voilà. Et comme j'écoutais vraiment ce style de musique-là, la Northern Soul, qui était... enfin, je ne vais peut-être pas faire l'historique de ce que c'est que la Northern Soul, en vérité, comme genre des années 60 de soul. Peut-être, parce que c'est un peu spécial. Même au niveau de la danse, oui. c'est très J'ai l'impression que je répète toujours la même chose. Mais en fait, c'est un genre... on dit souvent que c'est de la Motown mal produite. La Northern Soul, c'était ce label américain, la Motown, qui avait été à Détroit, initié par Berry Gordy, et donc qui était ce genre un peu nouveau dans la soul, qui était un mix de pop, donc de genre plus blanc et de soul noir, donc qui a donné les Supremes, les Temptations, les Martin and the Vandellas, enfin pas mal de groupes comme ça très connus de la Motown, et qui était le label à succès parce que ça marchait beaucoup dans les charts américains. Et à partir de ce style qui est né, qui est particulier, qui n'est pas vraiment la soul noire, celle qu'on connaît de Stax, qui n'est pas non plus de la pop. Donc il y a pas mal de labels qu'on voit là à la fin, au générique, avec les chansons, qui étaient eux très obscurs, qui n'étaient pas la Motown, qui ont fait ce genre, mais qui n'était pas un genre identifié, parce qu'en fait, c'était de la soul, en fait. Tout le monde appelait ça de la soul. Et c'est les Anglais qui, à la fin des années 60, ont commencé à écouter ce style de musique qui leur est arrivé par les premiers disjockeys en fait, dans les boîtes de nuit en Angleterre, dans les banlieues un peu ouvrières, des gens de toutes sortes. Ça allait des mods aux skins, des noirs, enfin vraiment de toutes sortes de styles, se sont retrouvés dans des boîtes, dans des lieux, le Wigan Casino, à Liverpool, à Wigan, etc. Et donc il n'y avait pas des groupes qui chantaient, c'était vraiment des clubs, des DJ qui pour la première fois commençaient à animer une scène. Et c'est un journaliste dont le nom m'échappe là qui a eu l'idée, puisque c'était au nord de l'Angleterre, d'appeler ça la Northern Soul. Mais en fait, c'est un Anglais qui a, après coup, a posteriori, donné le nom de ce style à ce style qui n'avait pas de nom, en fait, qui était de la soul, mais pas distinct du reste. Et voilà, donc il y a cette forme à la fois de naissance américaine, dans l'ombre de la Motown, et c'est la façon dont c'est devenu un vrai phénomène en Angleterre, avec des gens qui étaient plutôt des gens populaires, enfin des hooligans. Enfin, il y avait beaucoup de gens qui ont complètement sont tombés dans cette musique, et encore aujourd'hui en Angleterre, il y a des all-nighters avec des gens qui passent de ce style de musique. Après, ça a un petit peu évolué. Les années 60, 70, c'est devenu la modern soul. Donc, c'est des choses qui ont un peu, peut-être après, bifurqué vers la disco. Enfin, des choses que moi, j'aime beaucoup aussi. Mais enfin, voilà. Et voilà, c'est un son assez spécifique, même s'il y a plein de sous-groupes et tout. Mais c'est comme ça, assez créteux, assez... Et voilà. Mais disons que ce style, par rapport au style du film, qui était très pauvre, très do-it-yourself et tout, il y avait quelque chose de cohérent sur le côté un peu décharné, un petit peu, voilà, petit label obscur avec cette musique
dont en plus voilà, j'ai pu comme ça bénéficier. Il n'y a pas du tout un morceau de La Moutarde parce que les droits auraient été absolument impossibles. Donc là, je l'ai fait un petit peu en pirate. Voilà. Et donc, comme j'écoutais cette musique à ce moment-là, j'avais un groupe de personnes que je connaissais, d'amis plus ou moins proches, que je faisais danser dans les soirées. Et on s'est réunis autour de cette idée-là. Moi, j'ai écrit à partir de... C'était un peu de l'écriture automatique, c'était beaucoup des paroles de chansons que je traduisais, en fait, parce que ce qu'on entend, c'est... Voilà, donc j'avais envie de retranscrire un peu ce que c'est que quand on est derrière les platines, des gens qu'on voit passer, on entend des bribes de phrases, on voit des visages se multiplier, tout ça, et c'est de donner un peu cette impression que j'avais moi derrière les platines, de trouver des gens comme ça très beaux, des silhouettes, des moments, enfin cette espèce de chose très particulière que je vivais derrière les platines. J'avais vraiment envie de donner ça possiblement à voir, cette espèce de chose de ce que c'est qu'une fête. Et donc voilà, j'ai écrit, il y avait 30 pages de bribes, de scénettes comme ça, articulées, avec donc la colonne vertébrale qui était cette scène dans le parc, qui est la dernière scène de livre que je lisais à l'époque, hein, donc c'était Dickens, les Grandes Espérances, et je lisais Les Illusions perdues de Balzac, ça c'est Marie-Claude Treilloux, la récitante qui passe à travers la foule. Et voilà, donc ça c'est les deux trucs très littéraires identifiés, sinon c'est pratiquement que des paroles de chansons traduites en français. Il y a une séquence d'ailleurs très drôle où il y a comme ça, chacun dit. Oui, c'est ça, c'est des titres quand on les voit tous après Marie-Claude, quand elle s'éloigne et que chacun commence à balancer sa bribe de phrases, c'est des titres de Northern Soul ou de Motown que certains pourraient identifier s'ils s'y connaissent bien. Voilà. Mais il y a de la littérature, il y a effectivement de la musique, il y a des chansons, et vous écrivez, pardon, et il y a ce rythme. Quand vous écrivez des séquences, quand vous avez écrit les séquences, il y avait de la musique dans vos oreilles. Est-ce qu'il y a un rapport aussi avec ça? Quand je les ai écrites au dialogue, parce que le montage, en revanche, oui, il y avait de la musique tout le temps. Non, je crois pas. Enfin, je n'ai pas un grand souvenir de ça. Je ne me rappelle pas les avoir... Je sais que j'ai dû forcément les réécouter pour les traduire et que elles sont pas toutes dans le film, mais enfin j'ai toujours beaucoup écouté de musique, donc certainement que j'ai dû. Mais ça peut avoir des répercussions sur votre manière d'essayer de trouver le rythme pour l'enchevêtrement des séquences. Vous parliez du fait que vous écoutiez de la musique pendant le montage. Est-ce que ça a des répercussions? Parce qu'il paraîtrait, par exemple, quelqu'un comme Scorsese, il le dit très souvent, il dit c'est important la musique parce que ça me permet de construire une séquence. Le film est construit à partir de la musique, c'est même son fondement. Enfin, comme j'ai monté le film pratiquement seul, le but c'était justement enfin, comme les comédies musicales que j'aime la plupart du temps, quand on lance un morceau qui est souvent un morceau original écrit pour le film lui-même, mais voilà, quelqu'un se met à danser ou à chanter, on va au bout du morceau. Donc là, c'était aussi d'aller au bout d'un morceau, de pas couper en cours de route comme on peut voir peut-être plus actuellement. Donc c'était l'idée à partir du montage d'avoir la chanson comme fil, enfin comme structure, et à partir de quoi il fallait monter quelque chose en rythme de chaque chanson. Enfin, c'était comme un puzzle à reconstituer, et donc finalement l'image est, elle, beaucoup plus... ça me permet de balancer des bribes dans des chansons qui, elles, donnaient une linéarité, une forme de rondeur dont j'espérais qu'elle atténue un peu la sécheresse de la non-narrativité absolue du film, parce que c'est un film absolument... On peut se raccrocher à quelques wagons, à quelques lignes comme ça, mais c'est pas du tout un film où on peut trouver une histoire, quoi. Et comment vous avez travaillé avec ce groupe de personnes que vous connaissez, qui sont des amis, mais quand vous leur avez présenté le projet, comment vous leur avez présenté ce projet? Alors je sais pas, il y en a 2, 3 qui restent dans la salle qui doivent se rappeler, mais je pense que je leur ai, enfin, comme ils me connaissaient pour être la personne qui les faisait danser dans les soirées, j'ai dû leur dire on va faire ça, mais on va filmer, et puis on a tourné sur je sais plus 6 jours, enfin ça a été très très bref, et donc ça a été juste une sorte de plan de travail énorme, parce qu'il y avait une centaine de personnes, et puis il y avait un pont, je crois que c'était en mai, enfin.
Donc il a fallu s'organiser pour que les gens qui passent, donner à chacun une bribe de phrases, de dialogues à dire. Et puis il y avait des chorégraphies où là c'était un tout petit peu. Enfin, il a fallu juste s'organiser dans un plan de travail très très strict parce que vraiment il y avait une centaine de personnes. Alors je me rappelle, j'avais les noms de chacun à la verticale et puis les scènes voilà, avec quelque chose où je cochais. Et puis sur 4-5 jours, c'est pour ça qu'on est une toute petite équipe, mais il y avait 3 assistants pour essayer de se goupiller de manière à ce qu'on arrive au bout. Parce que ouais, on avait, à part les scènes qui sont à l'extérieur de la fête qu'on a tourné un peu après, sinon ça a été tourné en 5 jours, je crois. Et vous parliez de l'économie de ce film. Comment on monte un film comme ça aujourd'hui? Enfin, pardon, excusez-moi. C'est un lapsus quand je dis aujourd'hui. Mais comment on le monte, ce film? Il y avait une petite structure de Red Star qui m'a épaulée, surtout pour la post-prod. J'ai pu monter chez eux, Château Rouge, et qui ont un petit peu mis d'argent pour le peu d'étalonnage et de mixage. Sinon, c'est moi, enfin, c'est tout le monde a fait ça gracieusement. Donc, à part faire manger les gens, ça a été... c'est vrai, c'est ça, c'était la base. Donc, ça a dû coûter en tout, y compris étalonnage et mixage, 6 000 €. Hein. Donc, c'était vraiment rien. C'est moi qui suis allée de ma poche. On tournait en DV. Voilà. Do it yourself, quoi. C'est vraiment le film fait dans une sorte d'énergie comme ça de groupe qui était c'était miraculeux. D'ailleurs, quand j'y repense, c'était super que tout le monde ait accepté de se prêter au jeu parce que oui, c'était. Enfin, je ris encore parce que je vois qu'il y a certaines phrases. Certains me disaient mais qu'est-ce que c'est que cette phrase, enfin. Mais des moments extrêmement drôles. Hein. Enfin, moi, je sais pas, moi ça me faisait rire, mais quand je réentends Élodie, qui est par ailleurs pas du tout actrice, avocate, et qui doit dire c'est l'heure du singe. Et elle me dit mais qu'est-ce que c'est? Je dis c'est le titre d'une chanson, Monkey Time, voilà. Mais bon, c'était purement une sorte de jeu. Oui, parce que voilà, parmi mes comédies musicales, ce que je répète souvent favorites, il y a The Bandwagon de Minelli, tous en scène, dont la dernière séquence de Girl on Ballet est un long rêve comme ça, inspiré de Chandler, avec Fred Astaire en détective privé qui dérive autour d'une femme brune, blonde. Et j'adore vraiment, c'est un des trucs que je préfère au cinéma. Et je me suis dit que j'allais faire toute petite... Enfin, que ça me permettait une liberté d'aller dans une forme de dérive un peu onirique par la musique seule et la danse, voilà. Même si j'avais pas Fred Astaire et Seychelles, mais bon, c'était pas mal quand même. C'est Isabelle Catalan qui avait fait toutes les chorégraphies. Qui était danseuse, enfin qui est danseuse. Et alors, ce qui est assez étrange, c'est qu'effectivement, c'est ça, on peut parler de rêve, quoique les 2 enfants parlent de cauchemar. Il y en a un des 2 qui a fait un cauchemar. Et ça, je trouve ça intéressant, cette idée-là. Vous parliez de Dickens, mais on est un peu dans une espèce de peut-être de roman d'aventure de cette trempe-là, le fait que ça se passe dans un milieu très fermé, et puis cette fille, ces 2 personnes qui arrivent dans ce parc, c'est très fantastique en même temps. Il y a quelque chose d'assez comme si le temps était vraiment suspendu, mais toujours avec en arrière-plan la musique, voire même le micro-sillon. Oui, c'était le vinyle. Enfin, on a tous. Oui, c'était comme c'était un film. La Northern Soul, enfin ce genre de musique des années 60, l'avantage c'est que moi, je ne suis pas du tout une collectionneuse au sens strict, c'est-à-dire que je n'ai pas de rapport fétiche à l'objet, mais c'est vrai que le son des vinyles original est vraiment très... Enfin, on ne peut pas le changer, on ne peut pas le remplacer. Donc après, on s'est débrouillé pour, comme j'avais les originaux, pour au mixage numériser de manière à ne pas trop perdre que ce soit pas trop masterisé pour perdre le grésillement, le frottement, enfin le côté un petit peu rêche du son, même si chaque disque est très... Enfin, je crois que là, pour le coup, la personne qui s'en est préoccupée a fait du bon boulot, quoi. Et je vais vous montrer 3 images. Alors, attendez, en direct. Alors, voilà, ça c'est Facebook, c'est pas bon. Voilà, c'est là. Alors, c'est la première, je ne sais pas si on va bien voir... Non, on voit pas très bien. C'était La Prisonnière du désert. C'est un autre film, ça. Mais on voit pas très bien. Bon, c'est pas grave. En fait, c'est le tout début. Vous savez, c'est quand vous... parce que voilà. Qu'est-ce qu'on voit bien. Parce que c'est très sombre. Voilà. Donc, c'est assez tout début du film. Et c'est vos mains. Vous êtes le disque jockey. Voilà. Superbe.
15 ans après. Et donc, moi, j'aime bien ce plan-là, enfin, cette capture-là, parce que pas que vous vous choisissez les disques, mais ça me rappelle, vous savez, ce film de JLG par JLG où il montre les mains des monteuses. Et c'est très important, cette idée-là. Et moi, j'aime bien le fait que ça soit très artisanal. Et ça, c'est quelque chose d'assez important. C'est marrant parce que j'ai écrit là-dessus. Par rapport à Spielberg et les mains dans le dernier, c'est marrant. Oui, c'est le seul plan de main, je crois, du film, donc on ne pourrait pas en faire. Mais oui, c'était le côté lancement de fête et voilà, je fais une apparition. Enfin, le principe était que tous ceux qui, même derrière la caméra, soient dans le film. On voit l'ingénieur du son qui était au César hier soir, le chef-op. Ils sont tous dans. Le chef-op, c'est celui qui demande l'heure pendant tout le film. Et voilà, et moi j'ai fait DJ dans mon coin. Et donc c'était logique qu'on lance le film avec moi qui lance. Un de mes disques avec ma vieille platine, tout ça. Enfin. Et vous dites à vos acteurs et actrices de danser alors que ça parle beaucoup. Ici, on danse. C'est ça, c'est un film qui est rempli de paradoxes. C'est ça qui est assez intéressant aussi, je trouve. Oui, mais c'est des paroles de chansons, mais en effet, qui sont dites et pas chantées. Oui. Oui. Enfin, moi, j'aime beaucoup le cinéma bavard. Je viens de. Enfin, je ne vais pas citer toutes mes références, mais le cinéma comme langue, au sens où ça devient musical à un moment donné, enfin, où on arrête de comprendre, mais on se contente d'entendre. Enfin, ce qui peut m'arriver quand je vois les films de Rohmer ou de Guitry. Cinéma bavard, j'aime beaucoup. Enfin, le propre de la voix, enfin l'idée de la voix et de sorte de ce qu'on appelle le flow aujourd'hui. J'aime beaucoup. Je suis assez sensible aux voix. Autant il y a des voix qui me heurtent, autant je peux être très touchée par une forme de densité. Voilà, et après ça va avec la musique et tout. Après ça a été compliqué puisque forcément les morceaux dansés, ça allait de soi. En revanche, de mixer avec les voix les choses qui étaient dites, après c'est de l'ordre de la composition, du montage, enfin de la composition qui est presque musicale, là pour le coup du montage, d'arriver à faire en sorte que ça semble s'harmoniser avec ce non-sens qui était assez bribes. Mais voilà, par exemple, la seule fois, il me semble, du film où les paroles qu'on entend et qui sont dites à l'image correspondent à la musique qui passe derrière, c'est juste à la fin, Lucia Sanchez contre son mur, qui dit des paroles d'amour, de avant ça allait pas, et la musique c'est The Orleans, et c'est la seule fois, si on prête l'oreille, que ça colle avec, en anglais, la chanson qu'on entend. En parlant de voix, la deuxième image, oui, je crois que là vous reconnaissez, c'est Marie-Claude Trilloux. Marie-Claude Trilloux. Voilà, et qui a une voix très particulière. Et pourquoi cette image? Parce que ça renvoie, elle est cinéaste, ça renvoie à cette société de production Diagonale, donc notamment à Paul Vecchiali qui nous a quitté récemment. Oui. Et c'est un certain cinéma aussi, et je crois savoir, pour en avoir déjà parlé avec vous, que c'est un cinéma important pour vous, ça. Comment rendre hommage à Paul aujourd'hui, c'est un peu difficile. Je le connaissais moins, là, j'ai rencontré un peu plus tard Marie-Claude, comme il y avait un petit cas de conscience qui était sorti juste avant. Et puis on avait découvert Simone Barbès et La Vertu, enfin voilà, donc en effet on s'était pas mal côtoyés. Et comme c'est non seulement une cinéaste mais une actrice, enfin elle joue chez Vecchiali, elle joue dans ses films, dans Un petit cas de conscience et tout, et c'est une présence assez incroyable pour dire ce long texte de Balzac assez compliqué sur les viveurs et sur des gens plus jeunes. Donc je lui ai demandé, elle s'est prêtée au jeu de façon, à sa façon comme ça, unique. Et voilà, en effet, oui, inconsciemment, forcément, ça apporte un univers particulier du cinéma français qui est le cinéma de Diagonale, et à quoi Vous parlez quand même des viveurs, c'est important. C'est Balzac, ouais. Et c'est Balzac, c'est les viveurs, la société de Diagonale, et puis il y a un rap. Enfin, je trouve que
C'est un c'est cinéma. une économie, c'est l'idée C'est d'une ça. économie de cinéma et de Diagonale qui a réussi à faire des films avec très peu, dans une économie limitée, et en même temps un cinéma très onirique, très poétique, qui ose des choses très dialoguées, très littéraires, enfin voilà, qui n'a pas peur malgré les moyens très limités, d'aller loin dans une forme de forme, dans une forme d'audace. Après, ça passe ou ça casse. Et ce que j'aime bien chez tous ces cinéastes, c'est que leurs films sont pas parfaits. Enfin, ils ont des défauts et tout. Mais ce que j'aime bien, c'est que les défauts font partie de l'ensemble et que, à la limite, la fameuse phrase de Rivette que chaque film est l'histoire de son tournage, chez eux, on peut presque le voir pendant le déroulé d'un film. Enfin, on peut voir telle scène enfin, il y a une forme de contiguïté des scènes qui font que celle qui est ratée par rapport à celle qui est réussie, elle se rehausse l'une l'autre. Enfin, il y a quelque chose voilà, l'impureté du cinéma, des trucs comme ça. Et c'est plus facile quand on fait des films dans notre coin, voilà. On ne demande pas de compte à personne. Et moi, j'ai fait 2 films et à chaque fois, j'avais rien à perdre et j'ai fait à peu près ce que j'entendais. Voilà. Là, vous avez fait exactement ce que vous vouliez. Hein. Oui, après, on est un Par peu rapport, porté oui, à un il y a moment donné. Mais, oui, effectivement. Mais enfin, en tout cas, j'ai fait avec les choses qui se présentaient à ce moment-là, et les personnes, la musique, les livres que je lisais. Enfin, j'ai fait, même si le film a l'air un petit peu hors du temps et désuet par rapport à la musique qui est des années 60, ça correspondait très bien à un truc de ma vie ou de mon état à l'époque. Quand j'ai un peu présenté le film, je parlais du réel, et il y a oui, ça on le voit bien, très bien, superbe. Et moi, la première fois que j'avais vu ça, ça m'avait beaucoup déstabilisé, parce que ça nous renvoie, en fait, il quitte la soirée et il travaille à l'usine. On peut dire ça comme ça. Et j'ai trouvé, et je crois, il y a 3-4 plans que vous faites sur lui. Et c'est cette manière, cette manière que vous avez de capter son visage. Je trouve ça très très beau. Et en même temps, on comprend que là, pour le coup, c'est extrêmement artisanal, c'est très artificiel, mais ça fonctionne. Et ce rapport au réel, on a envie de oui, c'est par rapport. On a l'impression qu'il est beaucoup plus prisonnier là-dedans que quand il était dans la scène, dans cet appart, enfin, dans le sous-sol de cette maison. Où c'est très impressionnant, je trouve. C'est Laurent Lacotte, donc qu'on ne présente plus aussi, sans doute. Oui, il a un beau visage, on a envie de le filmer. Par ailleurs, l'idée, c'était oui, de revenir un peu dans Paris, voilà, de ressortir à la fin de la fête, comme ceux qui, en Angleterre, aimaient faire des all-nighters et qui, au petit matin, allaient bosser à l'usine. C'est ça l'idée, de quand même réancrer le film dans la réalité des gens qui ont mis ça, porté ça au pinacle. Enfin, c'était vraiment des personnes qui étaient plutôt des gens du peuple et pas. Donc voilà, comme en plus, voilà, je tenais aussi beaucoup dans les gens, dans la fête, qu'il y ait une forme de ce qu'on appelle la diversité aujourd'hui. Voilà, qu'il y ait plein des gens qui étaient comédiens, pas comédiens, une sorte de diversité, même si le mot est maintenant très très redéfini, mais. Voilà, j'ai pris lui, je me suis dit on va le voir sortir et il va rejoindre son poste de vigile et puis il va faire les 100 pas. Est-ce que les 100 pas c'est encore de la danse, enfin comme Fred Astaire qui descend du train dans le bandwagon et qui se met à danser. Enfin voilà, c'est toujours des questions de la marche, la danse, à quel moment ça commence, à quel moment ça finit, et puis avec ces échos de fête que la musique apporte, et avec toujours cette espèce de... C'était aussi une expérience de voir comment une chanson avec des paroles... avec un rythme particulier, des paroles particulières, voilà, c'est l'effet Kuleshov, sur ce que ça donne sur un visage. Parce que lui, on l'a vraiment tourné très tôt, il était vraiment fatigué, donc il y avait comme ça une forme de lassitude qui se lisait. Voilà. Si on peut rallumer les lumières, et puis maintenant, si vous avez des remarques, des questions, oui, eh ben c'est très bien, c'est super. Bon, bah, j'y vais. Merci pour avoir montré le film, et très beau film au passage. Il y a un espèce de jeu dans le film avec une
une vision onirique, c'est-à-dire au début, il y a deux personnages qui dorment, et puis vers le milieu du film, il y a aussi un homme qui s'endort. Et avec cette unité, ça m'a fait penser à un film très vieux de Germaine Dulac qui s'appelle L'Initiation au voyage. Et en fait, c'est juste un homme et une femme dans un bar qui rêvent leur relation. Et en fait, votre film a un truc, un degré comme ça où il y a toujours, on est toujours plus ou moins dans le rêve de quelqu'un ou d'un moment. Et c'est souvent une histoire de montage, de fondu enchaîné ou de raccord de montage. Et je voudrais savoir quelle était la part que vous avez accordée au montage dans la création du film. Est-ce que c'était déjà pensé ou est-ce que c'est quelque chose que vous avez réfléchi ? Enfin, pas du tout. Si, enfin, sur les 30 pages qui avaient été écrites, il y avait, les séquences étaient bien découpées. Enfin, on voyait bien qu'il y avait des sortes de, comme des petites briques, mais selon une logique qui n'était que de l'ordre de l'écriture automatique. Donc, en effet, c'est vrai qu'à un moment donné, j'étais assez influencée par les surréalistes. J'ai pas vu le film dont vous parlez de Dulac, mais même si a priori je ne suis pas attirée par le cinéma onirique et tout, c'est vrai que si, pour la comédie musicale comme invitation au voyage ou au rêve, ça oui. Mais non, le montage, il faut déjà que je recherche dans mes souvenirs, ça remonte. Je sais que d'abord je me suis retrouvée seule alors que je comptais d'abord le monter avec un ami, et puis finalement j'ai dû apprendre sur le tas à manipuler. C'était déjà du numérique, hein, c'était plus, de toute façon le film a été tourné en DV, mais c'était vraiment les petites caméras DV, c'était pas encore les caméras numériques actuelles. Donc ça a été fait dans des conditions tellement au fur et à mesure que je me rappelle pas. Je me suis dit que voilà, oui, je pense que j'avais vraiment, quand je parlais de Bandwagon, que j'avais cette force du souvenir du film de Minelli et de Minelli en général, parce que quand vous parlez des rêves dans lesquels on est pris, c'est souvent ça chez Minelli. Que s'il avait pu le faire, je pouvais aussi me laisser aller à avoir une forme de dérive musicale. Et donc le montage, ça s'est fait comme ça. J'ai viré pas mal, il y avait des choses qui avaient été tournées, il y avait d'autres séquences extérieures qui avaient été tournées que j'ai coupées pour arriver à cette durée sans trop emmerder le monde. 1 heure, ça va. Voilà. Donc, c'est 10 minutes, hein, la fin dehors avec Laurent qui déambule, c'est 10 minutes. Oh. Un des contrastes que je trouve marrant dans le film, c'est que c'est une fête. Donc on pourrait se dire que tous les gens s'amusent follement et qu'ils sont heureux d'être là, et en même temps ils font tous la gueule. Ah bah oui, mais ça c'est le dandysme, il faut faire la gueule. Et tu avais demandé aux gens de pas sourire ou de pas rigoler. C'était quoi l'état d'esprit dans lequel ils étaient Est-ce qu'il y avait comme ça une consigne Mais pas du tout. Mais je sais pas. Effectivement, pourquoi n'aurait-il pas à gorge déployée ? Je sais pas. Je devais moi-même être dans un état qui inspirait pas le rire ni la blague à l'époque. Je sais pas. Non, après c'est un truc de concentration, et puis la plupart sont des personnes qui pour la première fois passaient devant la caméra et qui devaient sans doute être un peu traquées, qui avaient une forme de solennité, et puis ils disaient des choses qui n'étaient pas faciles non plus à réciter, ou des postures qui n'étaient pas faciles à tenir. Mais par ailleurs, oui, ça me revient au fur et à mesure. Il y avait un truc qu'on avait fait avec Sébastien, le chef-op, c'est qu'on avait parce que c'est un style de musique où les disques existent en tant que disques, il n'y a pas de pochette, hein, c'est souvent dans des cartonnages comme ça. Il n'y a pas des pochettes comme on connaît les pochettes de disques. Et en revanche, il y en a quelques-uns qui existent. Enfin, on s'est inspiré de certaines pochettes, en fait, de photos de pochettes de disques. On avait comme ça des photos ou des photos qu'on fait pour la publicité. Voilà. Donc j'avais toute une série de photographies prises pour les sorties des disques de chanteurs, la plupart noirs, américains.
Par exemple, le plan avec Cédric Dubreuil, où on le voit avec le cadre autour de la tronche et les gens qui tiennent autour, où il dit la phrase, qui est une phrase de Guitry d'ailleurs, sur la partie de la vie entre la prime jeunesse et la misanthropie, c'est une phrase de Guitry. Ça, ce plan est un plan qui existe, qui a une pochette de disque. Mais c'est vrai que la plupart, on leur avait demandé de tenir des postures ou des poses qui correspondaient à des visages qu'on voyait de chanteurs, pour un peu à façon studio hardcore, mais à la manière Motown et tout, ou de pochettes de disques qu'on voyait. C'était un peu le côté faire des plans qui correspondent à cet imaginaire-là de la musique aussi. Après, comme moi, il y avait des choses que je trouvais drôles, je ne crois pas qu'on arrive à faire rire les spectateurs en riant dans le film. Il vaut mieux dire ça avec un ton d'enterrement. On pourrait espérer que peut-être les gens disent qu'est-ce que c'est que ce délire. Voilà. Après, bon, c'est vrai que c'est un thème du film sur le côté comment est-ce qu'on peut être triste et heureux en même temps. Mais ça, c'est la musique qui... Merci. Et puis, moi, il y a un truc que j'aime beaucoup dans le film, c'est justement, tu as parlé de solennité. Et j'aime beaucoup l'entrée des personnes dans l'escalier, enfin, avec justement, parce que je pensais à ça par rapport, ils font pas la gueule, mais ils sont déjà dans un certain mode de représentation qui fait qu'effectivement, ils vont pas hurler de rire en arrivant. Et puis, il y a la musique, de toute façon, qui fait que on a le sentiment que le film, effectivement, comme vous l'avez dit, écoute la musique. Donc, pas forcément les personnages, mais... Alors, ce que j'aime beaucoup, oui, c'est ça. Dans la solennité, cette arrivée comme ça, très... l'un après l'autre, avec des démarches un peu différentes, la surprise des visages et des silhouettes. Et puis, bon, toute la période avec les chansons et de danse, que j'aime beaucoup aussi, hein, mais j'aime beaucoup comment tu traites la solennité du réel après, enfin du réel, de la sortie du grand jour, quoi, en fait. Tout à coup, et quand Laurent Lacotte sort, quand il ouvre la porte, on est gêné par cette lumière. Et ensuite, tu disais tout à l'heure que, en fait, on s'attend qu'à une chose, c'est qu'ils se remettent à danser à un moment donné. Enfin, on sent très bien que tu disais la marche et la danse, mais on sent très très bien. Enfin, moi, je pensais qu'à un moment donné, il y aurait un petit truc à la Minelli ou je sais pas quoi, justement. Mais non, mais je dis pas. Non, mais c'est bien que tu aies espéré. Ouais. Non, mais parce que effectivement, ça dure assez longtemps, qu'il est dans le mouvement tout le temps quand il enfile le blouson, et bon, là, moi, j'ai pensé vraiment à ça. Donc voilà, bon, j'arrête parce que sinon, je vais parler trop longtemps. Quelqu'un. Déjà bravo. Parce que moi, je l'avais pas vu en salle, le film, et là, le revoir sur grand écran, c'est un vrai bonheur, voilà, dire comme ça. Parce qu'il est passionnant et qu'il est plein de choses. Enfin, je me souvenais pas qu'il était aussi riche et foisonnant un peu d'idées, de trouvailles, de montage. Et puis même dans son récit, dans la manière dont les gens apparaissent, dont les phrases surgissent comme ça. Mais chose qui m'avait frappé, je ne l'avais pas si bien nommé, enfin, je le disais comme ça, pour moi, ce film-là, j'ai pas tellement d'exemples, j'ai très peu d'exemples de films où je trouve que la fête, la manière de filmer la fête correspond à quelque chose de réel. Et je cite, quand j'y réfléchis, je cite souvent ce film-là et je me dis... Et je creuse pas mais je développais pas forcément très bien. Et là, en le voyant là, je me dis, mais c'est un truc évident, c'est qu'en fait, le temps de la fête, c'est un temps long. Et que dans le cinéma, dans les films, à plus forte raison dans le cinéma contemporain, quand il y a une scène de fête au cinéma, c'est très, 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 très rare dans la manière dont elle est amenée, filmée et dans ce qui s'y passe, où on a un sentiment comme ça de quelque chose de vivant, quoi. Souvent dans une scène de fête, on filme rarement la fête, on filme une action, quelque chose qui se passe à l'intérieur de la fête, et on filme pas la situation, la fête, le rituel, si on veut, en tant que tel, quoi. Et
Et là, j'ai l'impression que vraiment c'est le sujet, c'est le cœur du film, c'est vraiment ça. C'est vraiment la fête, c'est comment est-ce que et de trouver une manière de filmer ça, les phrases qui surgissent un peu au hasard comme ça, les citations, les pauses, les jeux de regard, les rapprochements entre les personnes, enfin les petites chorégraphies qui s'improvisent, ça c'est quelque chose de très réel pour le coup. Dans n'importe quelle fête, au bout d'un moment, les gens se mettent à improviser ou à refaire des chorégraphies ensemble. Donc ça c'est très réaliste finalement comme traitement, alors même qu'on pourrait dire justement c'est solennel, c'est artificiel les pauses, mais ça c'est évident. Enfin, moi, je pensais beaucoup à Bresson là, dans le film, que chez Bresson, on dit c'est très, les choses sont très découpées, le réel est haché comme ça, et il dit J'ai jamais fait de comédie musicale, hélas. Non, mais Bresson a un rapport très fort à la musique dans ses films, et quand il filme, par exemple, dans les derniers films, Bresson, quand il filme dans 4 nuits d'un rêveur, par exemple, les jeunes gens qui jouent de la musique sur les bords de scène, ou qui jouent sur une péniche, même à un moment donné, il avait un rapport il cherchait un rapport réaliste très très fort à ça, quoi. Donc, enfin bref, je vais pas développer sur Bresson, mais j'y ai beaucoup pensé qu'il y avait que la somme des faits, le découpage comme ça, fabriquait quelque chose au contraire de très vivant et de très réaliste, quoi. Donc, et donc pour poser une question, c'est est-ce que tu avais cette conscience-là du temps et de la durée que la fête, justement, c'était plus que que le film tu l'as lancé comme ça en improvisant, en trouvant des idées, des bribes et tout ça, et en ayant ce cadre de fête, que tu t'es rendu compte qu'aussi que c'était la meilleure manière en fait de le filmer, quoi, ce truc-là. Oui, enfin, de toute façon, c'est évident que tous ceux qui ont fait un peu de soirée, sinon de fête, et là, il s'agit bien des fêtes entre amis, pas en boîte de nuit, ce qui est encore un autre truc, même si j'aime beaucoup les récits de boîte de nuit, mais c'est qu'en effet, enfin, il y a plus le film, je sais, pour le revoir plusieurs fois, et puis pour voir les spectateurs, ceux qui aiment pas, et le rapport au temps que dure le film est émouvant. C'est-à-dire qu'il y a ceux qui trouvent ça très long, et ceux qui sont pris dans une forme je sais pas, de rapport un peu entêtant, pas d'hypnose, mais enfin, je sais que certains trouvent qu'il y a un truc d'émotion qui finit par passer. C'est un peu ce qu'on espérait. Après, c'est le rapport à la musique, mais c'est vrai que quand on est dans une soirée, enfin, moi, je sais pas, j'ai l'impression à chaque fois qu'au début, ça commence toujours très lentement, ça pose les choses et tout, puis à un moment donné, il est 6h du matin, on sait même pas comment ça s'est passé, il y a quelque chose qui nous a happés. Et là, c'est pas du tout que je recherchais ça, c'est juste qu'à un moment donné, quand au montage, on a fait cette chose qui était de l'ordre du film de troupe. Enfin, voilà, on avait un espace, un lieu, un découpage, parce que voilà, dans ce lieu, il y avait plusieurs petits sous-lieux, sous des fonds, des êtres. Enfin voilà, c'est vraiment de l'ordre de la composition. Hein. C'était parce qu'il n'y avait pas d'histoire et un seul lieu, hein, l'unité de temps, de lieu. Voilà. Donc après, c'est au montage, mais c'est de l'ordre de l'émotion, enfin, que moi je pouvais ressentir au montage. Est-ce que là ça passe? Est-ce que là ça rythme bien? Est-ce que ce moment de danse? Enfin, c'est vraiment une sorte de cuisine. Enfin, on a l'impression que moi, ça correspondait à quelque chose qui m'émouvait. Je me rendais compte en montant et en revoyant le film à plusieurs reprises quand on est en montage et qu'on est obligé de voir ce qui va pas, jusqu'à ce que l'alchimie, voilà, une sorte d'harmonie ou d'alchimie arrive. Enfin, en tout cas, corresponde à ce que je souhaitais sur l'idée qu'on puisse être à la fois dans quelque chose de très intime, de ce qu'est la fête, et d'être au contact de gens qu'on ne connaît pas, et puis d'arriver à malgré cette solennité, d'avoir un rapport à eux qui rappelle notre rapport à la fête, et autant un peu qui passe. Parce qu'il y avait ça aussi, c'était aussi, j'ai filmé à un moment donné un groupe de gens
à un moment donné. Enfin, il y a aussi une forme presque documentaire pour moi. Enfin, en tout cas, quand je vois le film, c'est vraiment des gens qui m'entouraient et que j'ai eu envie de filmer à ce moment-là, à cet âge-là et dans ces conditions-là. Mais en effet, on avait répété plein de fois avant, puisqu'on avait fait beaucoup de fêtes pour arriver à ça. En tout cas, ils sont tous hyper gracieusement prêtés, gracieusement à tous les sens prêtés au jeu, ouais, et à la danse. Et juste du coup, sur un autre aspect aussi, puisque c'était aussi moins précis dans mes souvenirs, ce qui se passe à l'extérieur de la fête, dans le jardin, avec les deux personnages qui se retrouvent comme ça, ça apporte aussi quelque chose de... J'ai un côté comme ça, un peu de romantisme allemand là, qui apparaît là, tout à coup dans le film en parallèle de la fête. Et c'est très étonnant, parce que du coup, ça crée quelque chose où on se demande si cette fête, c'est un souvenir. On se demande si c'est un souvenir, on se demande si ce sont ces deux personnages qui sont des fantômes. Enfin, il y a vraiment ce que vous disiez là sur la dimension fantastique du récit. Elle est assez... Elle est aussi très très forte. Ça, c'est chez Dickens. Hein, ouais. Oui, bien sûr. Dickens, c'est... Célia, et il s'appelle pas David, il s'appelle Pip, mais j'ai transformé parce que déjà que Célia, c'était spécial, mais si c'était appelé Pip, ça aurait... Donc je l'ai appelé David comme Copperfield, mais enfin, le rapport à la maison hantée, enfin, tout ça... De Dickens. Et puis aussi l'apparition des enfants au début, je me souvenais pas exactement de ce qu'ils échangeaient, et quand il dit je veux pas y aller, moi tout de suite, comme je connaissais le film, je pense à la fin, et je pense ça me fait penser, je raccordais ça à Laurent Lacotte qui va travailler, les enfants qui disent qu'ils veulent pas aller dehors, parce qu'ils veulent pas aller travailler parce qu'ils savent ce que c'est ce que font les parents dans le travail, quoi. Donc rien n'est... Il y a des rimes sans arrêt tout le temps dans le film, quoi. Et je me souvenais plus, parce on l'avait évoqué, et je sais quand on avait parlé à l'époque où le film était sorti, et c'est impossible de ne pas y penser à cet autre film quand on voit ton film, c'est au film de David Lynch, Inland Empire. Oui, parce que dans Inland Empire, il y a quand même c'est filmé en DV déjà, il y a cette dimension-là. Et puis le générique de fin, c'est vrai. Il y a le générique de fin, et puis il y a tous ces... Qui a été fait après, non? Enfin, je sais même pas. Je crois que je me demande si c'est pas un peu contemporain, mais en tout cas, c'est étonnant. C'est étonnant puisque dans le film de Lynch aussi, il y a ce groupe de filles, de jeunes femmes qui apparaissent comme ça, à Laura Dern à plusieurs moments, et qui dansent et qui font des espèces de chorégraphies en chambre comme ça, et qui dansent. Et il y a un truc bon, moi, très jeté comme ça, qui est très beau, quoi. Qui a une ampleur autrement. Mais c'est vrai que je me rappelle très bien c'est un blogueur qui aime Cap Nord et qui avait fait un rapprochement avec ce générique de fin, avec effectivement un groupe de filles qui se met face caméra à chorégraphier, à chanter. Donc ça m'a fait plaisir. Comme référence, il y a pire, quoi. Oui, pour revenir à ces personnages qui sont à l'extérieur de la maison, là, enfin, je trouve ça très très beau, comment le poids que ça prend et comment ça embellit énormément. Le film est beau, mais je veux dire, ça joue un rôle dans le film incroyable, parce que si par exemple j'avais pas eu ces personnages à l'extérieur de la maison, il y aurait eu une espèce d'opposition assez trop simple entre l'intérieur, l'extérieur, la nuit, le jour. Enfin, il y aurait eu une lecture comme ça, un peu simplifiée de la chose, alors que de les voir depuis le début approcher la maison, à l'extérieur, dans cette nuit qui les absorbe, d'où ils apparaissent, ça m'a frappé là en DV. J'ai trouvé ça vraiment très beau. Comment les bras de la fille, enfin, on croit qu'on voit plus et on voit encore à l'image. J'ai trouvé ça vraiment très très beau. On croit qu'ils sont absorbés par la nuit et par la technique,
qui rejettent leur présence parce qu'il fait trop sombre et tout. Et en fait, on les voit encore très, enfin, on voit encore un coup d'un truc. Machin. La sensibilité de la DV oui, la permet sensibilité ça. de. C'est vrai qu'on n'a pas pu faire ça en pellicule. Et vraiment d'avoir ces trois temps et ces trois climats, quoi, de l'intérieur, de l'extérieur, et effectivement qui apporte une part aussi d'onirique qui enveloppe tout. Mais vraiment sans ça, et je me demandais justement si tu avais prévisionné ça, que ce serait trop direct d'opposer, disons de jouer cette sortie de Laurent Lacotte et cette ouverture vers la lumière et tout ça, et vers l'extérieur. C'est pas que la lumière par rapport à la nuit, mais c'est l'extérieur. Et que ça aurait été un petit peu dommage, voilà, de ne pas... Ah mais ça c'est drôle, parce qu'au début c'était beaucoup plus, quand je dis que j'ai coupé des scènes, parce qu'en fait quand on analyse le film, donc il y a la fête, mais en effet il n'y a pas que dans les scènes de nuit, il y a aussi cette scène au chevet de ce type qui s'endort et qui se réveille avec, voilà, il y a MBMP là, ceux qui sont, enfin voilà, il y a quelques trucs qui sont comme des annexes, pas dans le lieu de danse, voilà. Et j'en avais fait d'autres et qui étaient de jour et qui d'un coup paraissaient très, alors là, qui éclataient le film parce que on passait alors là, du jour à la nuit, c'était un petit peu, et ce qui m'est apparu, et c'est pour ça que j'ai coupé ces scènes-là, c'est parce qu'il fallait quand même traverser un truc de nuit, d'impression de nuit vers le jour, mais que les scènes qui étaient entre chien et loup, comme ça, qui étaient dans un extérieur, et encore heureux, celle des deux dans le jardin, permettait de faire le liant, quoi, enfin de traverser ça sans trop de violence, justement sans que ce soit trop éclaté entre jour, nuit, paf, comme l'autre avec Minelli, la blonde, la brune. Donc là, ça a permis quelque chose de plus doux, enfin il me semble, qui fait qu'on prend son temps, parce que ça permet aussi, enfin, de la retrouver. Enfin, on la retrouve 3-4 fois, je crois. C'est la seule chose, il me semble, qui est directement en linéaire dans le film. Enfin, qui se commence en pleine nuit et qui se finit au petit jour, avant que le jour, là, beaucoup plus blafard. Mais ça s'est trouvé en cours de route parce que par annulation, enfin par élimination en fait d'autres séquences où là on aurait été exposé dans des trucs qui étaient des acteurs, enfin des figures, c'est pas des personnages, des figures qui sont dans la fête qu'on aurait vu ailleurs, mais voilà, ça marchait pas du tout en fait. Donc j'ai essayé d'aller quand même vers ce qui paraissait marcher, quoi. Donc ça, c'est comme tu dis, ça s'est trouvé à la fin comme ça, mais je sais pas, c'était pas volontaire en tout cas, c'était pas quelque chose de décrété, quoi. Votre film a beaucoup fait penser, enfin pas beaucoup parce que dans le traitement il est un peu différent, mais dans les thèmes, dans les références à comédie musicale, dans l'utilisation aussi d'une musique des années 60 un peu souterraine, aux modes de Serge Boson. Je ne sais pas si on vous en a parlé à l'époque. En plus, il me semble que c'est un... C'est le même acteur principal et on était dans la même bande. Et c'est vrai que la Northern Soul, c'était une musique qu'il écoutait beaucoup. On se connaissait bien puisqu'on passait on avait la même revue, oui. Voilà, du cinéma. Donc, sauf que la comédie musicale, non, ça c'est moi. C'est quelque chose dans quoi j'ai grandi et que j'ai toujours apprécié. Après, j'avais plutôt un problème par rapport à Moz, parce qu'en effet, je me disais, bon, on va tout comparer à Moz, c'est parce que ça a été tourné quelques années plus tard. Et je reprends, je lui pique Guillaume Verdier, lui il m'a piqué Laurent Lacotte. Enfin, c'était un truc à l'époque, chacun s'en foutait. Mais bon, après, j'ai un peu du mal à en parler, parce qu'en effet, c'est un film que j'aimais bien, mais en même temps, dont, à part ce rapport aux années 60, en effet, enfin, à la musique, dont je ne souhaitais pas spécialement me rapprocher. Voilà.
D'accord. Mais parce qu'aussi par rapport si on peut élargir par rapport à votre position critique aussi, finalement, on trouve aussi dans votre position critique, dans ce que vous écrivez sur le cinéma, le même rapport finalement au passé, enfin un grand respect du cinéma fondateur. Ça, c'est sûr, c'est la cinéphilie. Oui. Oui, mais on a écrit dans une revue où on était quelques-uns et en effet qui avons interviewé Paul Vecchiali, les gens de Diagonale, Biette. Enfin, tout ce pan, j'imagine, de cinéma comme ça, cinéphile, on peut dire, cinéma cinéphile qui est très... Bon, après, moi, quand j'ai fait le film, je vous dis, à part ce truc de The Bandwagon qui m'aidait à me dire que c'était faisable, il y avait ça, il y avait un film d'Arietta qui s'appelle Tam Tam aussi, qui est un film, alors là, à l'autre bout du spectre, film en Super 8, fait avec un son... je sais pas, de samba, de calypso. C'est un très très beau film, mais alors là, fait avec rien, comme Arietta sait les faire, et qui m'a beaucoup aussi aidé à passer le pas sur le côté de ce film, et on peut le faire, on va arriver à faire un truc. C'était ça, c'était les deux références, c'était Tam Tam et The Bandwagon, dans deux trucs hyper différents. Et voilà. C'est drôle parce que c'était prévu un film d'Adolfo Arietta pendant ce week-end, mais bon, on n'a pas. Donc, c'est une continuité. Bah, c'est moi, merci. C'était pas vous qui l'avez remplacé. Il faut montrer les films d'Arietta, ils sont souvent magnifiques. Il faut, c'est important, comme le vôtre. Merci en tout cas beaucoup merci, Samir. d'être venu et de nous en avoir parlé de ce film. C'était vraiment un plaisir en tout cas. Merci à vous et rendez-vous donc maintenant, c'est 20h et c'est pour voir Mandingo de Richard Fleischer et au bout de 2 heures. Entre Ford et Fleischer, ça va. Comment ? Entre Ford et Fleischer. Et il y aura une conversation avec Nicolas Tellop en visio, et on va d'ailleurs faire des tests pour voir si tout se passe bien. Donc je vous invite à revenir pour 20h. Merci à vous, merci pour vos questions. Merci beaucoup Sandrine. In the canyon, that's where I long to be, with my 3 good companions, just my rifle, pony and me.